pas déterminé par notre passé et c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on rencontre à un moment donné dans nos vies qu'on est complètement bloqué. Donc c'est bien un minimum de prendre un peu de recul et de se dire où est-ce qu'on a envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et puis ensuite de partir en marche arrière et de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour que ce futur ait une chance de se réaliser. J'aimerais bien qu'en 2030, les communautés musulmanes elles soient plus en situation d'être construites comme un problème, mais qu'elles soient des acteurs sur plein de sujets différents, en position d'être des solutions sur les questions environnementales, des solutions sur les questions économiques, des solutions sur les questions sociales. C'est des communautés qui, Inch'Allah, je l'espère, vivront leur foi et leur spiritualité de manière totalement épanouie, et ce sera plus un problème ce jour-là. Ils pourront choisir la manière de s'habiller, leur manière de pratiquer leur religion, leur manière de la revendiquer ou de la rendre visible ou non, et dans la société de 2030, ce sera plus un problème parce qu'on les considérera comme des citoyens libres dans leurs droits et dans les choix qu'ils font sur le plan de leur foi. Dès qu'on commence à dézoomer, on se rend compte qu'on est en train de parler déjà d'une population qui est au minimum de 4,5 millions de personnes de confession musulmane en France. C'est la taille d'un pays. C'est la taille de la Croatie. On réfléchit à l'échelle d'un pays. Donc s'il y a besoin de mobiliser des gens pour accomplir des choses, il y a largement le nombre de personnes qu'il faut pour accomplir des beaux projets. C'est des communautés où la transmission entre parents et enfants se fait bien, donc il n'y a pas de rupture de génération. Les enfants tiennent énormément à leurs parents et à leurs grands-parents, et ça fait que dès qu'on créera des courroies de transmission pour ces cultures et cette éducation-là, eh bien les choses se passeront d'autant mieux. Et puis c'est une communauté qui est capable de se mobiliser à chaque fois qu'on a besoin d'elle. L'expérience sur les causes humanitaires ou sur la lutte contre l'islamophobie. Un ou une musulmane en France, ça donne 180 € par an de dons en moyenne. À des associations, à des charités, en zakat, en dons. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est la plupart des musulmans, ils ont leur meilleur ami en dehors de leur communauté d'appartenance religieuse. C'est un état des lieux qui est ultra positif et qui n'en a pas conscience, les musulmans eux-mêmes. C'est pour ça que bien souvent, lorsqu'on les interroge, il y a un décalage entre la réalité qui est plutôt positive en termes de potentiel et puis leurs sentiments qui parfois cèdent au défaitisme, à tort il me semble. On pense qu'on sera copains et qu'on sera frères quand on sera tous d'accord les uns avec les autres. C'est pas vrai. Même au sein de nos familles, on a des liens très forts, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord les uns avec les autres. Les petits points de désaccord qu'ils ont, au bout du compte, c'est assez périphérique par rapport à ceux sur quoi ils sont d'accord. Tel frère et telle sœur, ils peuvent être de générations différentes, de parcours différents, mais quand on va créer les conditions de la conversation, comme on l'a fait dans les associations et dans les mosquées pendant la consultation, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe très bien. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle avec la consultation, c'est que beaucoup de gens ont pu voir ça à travers des images. Et franchement, moi, tous les témoignages, ils m'ont touché. Et il y a un papa avec un gilet vert fluo qui s'occupe du parking et il explique à tout le monde comment, euro par euro, ils sont partis chercher l'argent pour financer l'une des plus belles mosquées, si c'est pas la plus belle mosquée du département. Tu arrives à Strasbourg ou à Lille ou au Havre ou à Marseille et tu vois des gens qui sont de générations différentes et ils travaillent tous ensemble et ils se réunissent et tu te dis, en fait, elle est magnifique cette communauté. Elle a des visages magnifiques, des idées magnifiques, une énergie qui est une énergie dopante, c'est-à-dire tu travailles avec eux, tu retrouves l'énergie pour aller à l'étape suivante, puis à l'étape suivante. Et si seulement ils prenaient conscience, tu vois, de ce potentiel et de la beauté des liens qui les unit, franchement, on serait dans une situation qui est totalement différente. Déjà, l'idée de la consultation, c'est pas nous qui l'avons inventée, ça date d'il y a très longtemps, ça date même du temps du prophète, sa manière de prendre des décisions, sa manière d'identifier les grandes problématiques, c'était de consulter les musulmans. Puis ça semblait être une évidence, quoi. Tout ce qui se fait pour les musulmans doit se faire avec eux, et donc doit partir de leurs besoins et de leurs souhaits à eux. Et puis ensuite, il y a un contexte politique donné. Ce contexte, c'est la France de 2018, où génération après génération, il y a cette idée qu'on peut décider du sort des musulmans dans un bureau, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou à l'Élysée, et puis ensuite l'annoncer comme si c'était une nouvelle dont on devait prendre acte et dire, avec un vocabulaire quasi religieux, « Sama'na wa ata'na », nous avons entendu et nous avons obéi. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer ça?
et que pour la première fois, les musulmans puissent être justement dans le siège du conducteur, dans le siège de celui qui décide où est-ce qu'ils ont envie d'aller, avec qui, comment et avec quel itinéraire. Et donc la consultation, elle a répondu à ce besoin-là. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est avec qui. Il y a deux groupes de travail. Il y a un groupe de travail, disons qu'on va l'appeler un comité de pilotage, dans lequel il y a 23, 24 personnalités qui sont des imams, des cadres associatifs, des intellectuels, des entrepreneurs aussi, des influenceurs. Et parmi eux, on a signé avec quelques-uns d'entre eux il y a quelques jours une tribune de suivi. Il y a des gens qui sont plutôt des communicants, il y a des gens qui vont être responsables de la relation avec les mosquées et les associations, qui vont gérer l'admin, qui vous répondent soit par téléphone, soit par messagerie sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une équipe beaucoup plus opérationnelle d'une douzaine de personnes où les compétences types admin, finance, juriste, informatique, com sont les plus présentes. Donc on peut raisonnablement dire qu'il y a à peu près une quarantaine de personnes qui a travaillé sur la consultation de manière très quotidienne, très intense, dans la phase qui commence, disons, en février, qui précède la campagne, et puis jusqu'à la fin du mois de Ramadan, qui est la fin de la campagne de consultation. Et puis ensuite, il y a le comité scientifique qui se met au travail, et on poursuit le travail pendant tout l'été, même si les gens ils sont en vacances. Nous, on est à fond. Les grandes fédérations et puis les instances nationales, personnellement, j'ai aucune espèce de début de problème avec elles. D'ailleurs, pendant toute la première phase de la consultation, on a vraiment eu, et on continue à l'avoir, une politique de la main tendue envers elles. Sauf qu'on fait bien la différence entre deux choses. D'une part, les fédérations, qui administrent des lieux de culte, des dizaines, parfois des centaines de lieux de culte, et qui sont souveraines et qui doivent être autonomes dans leur organisation. Et puis le CFCM, qui, depuis sa genèse, est l'instrument à travers lequel le gouvernement cherche à contrôler les fédérations musulmanes. Et ce lien-là, ce lien de contrôle et de normes idéologiques et politiques qui est impulsé par des États, c'est ça qui pose problème. Et qui fait que les structures musulmanes peuvent pas être au service des musulmans puisqu'elles sont noyautées, voire influencées ou mises sous pression par des États qui cherchent à s'en servir comme des marionnettes au bout du compte. Donc, mon observation de terrain pendant toutes ces années, c'est que c'est pas tellement une question de personne. Les gens font comme ils peuvent ou comme ils savent en fonction des moyens et de l'autonomie idéologique et positive et politique dont ils disposent. Mais il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et encore une fois, c'est pas au niveau régional, c'est au niveau national, qui ne fonctionne pas à la fois dans le leadership et la représentation des musulmans, mais ça tout le monde fait déjà ce constat, mais surtout dans le fait de pouvoir répondre de manière très concrète à des problématiques qu'on rencontre tous. On va le voir plus avant dans l'entretien, mais où est-ce qu'on enterre nos morts ? Comment est-ce qu'on éduque nos enfants et comment est-ce qu'on s'éduque nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut organiser le Hajj sans que ce soit une source de frustration avec des pèlerins le plus souvent assez âgés qui reviennent en s'étant fait arnaquer là-bas? Comment est-ce qu'on fait en sorte de restituer toute la beauté et la diversité des communautés musulmanes? Or, c'est pas faire injustice à ces instances nationales, que ce soit le CFCM ou la Fondation de l'Islam de France dirigée par Jean-Pierre Chevènement, que de dire que sur les 15 dernières années, la condition des musulmans ne s'est pas fondamentalement améliorée et qu'on n'a pas plus de réponses sur ces questions qu'on en avait il y a 15 ans. Le premier bilan, il est un bilan de succès, tout simplement. On espérait qu'il y ait 10 000 personnes qui participent. Il y en a eu 25 000 juste sur la partie en ligne, puis des milliers aussi lors des consultations locales dans des dizaines de villes de France. Cette consultation et le succès qu'elle a rencontré, l'engouement qu'elle a suscité, montrent que quand les musulmans veulent, les musulmans font. Et les musulmans veulent. Et s'ils ont été si présents, si nombreux à s'exprimer, c'est que clairement pour eux, il y a une problématique à laquelle il va falloir répondre. C'est un moment historique aussi. C'est la première fois dans l'histoire récente que c'est nous qui décidons. C'est nous qui organisons, c'est nous qui faisons, c'est nous qui choisissons. On n'est pas dans le rôle des commentateurs, on est dans le rôle de ceux qui agissent, dans le rôle de ceux qui construisent, dans le rôle de ceux qui font. Et puis ensuite, il y a des gens qui commentent, et puis des gens qui réagissent, et puis des gens qui se plaignent, ou des gens qui critiquent. Mais ça, c'est le lot de toute initiative. Donc, premier bilan, un bilan de succès et de réussite, au-delà de nos espérances du point de vue de la consultation.
Il y a ce sentiment vraiment d'autonomie et d'indépendance des communautés musulmanes. Et il y a ce sentiment à la fois de reconnaissance vis-à-vis des générations précédentes et en même temps la volonté de passer à une étape suivante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte à régler. Il n'y a pas de dégagisme entre guillemets vis-à-vis des générations précédentes. Il n'y a pas du tout ça. Des questions qui concernent tout le monde. Le halal, le hajj, les rites funéraires, la question de l'éducation, mais la question de l'éducation au sens très large du terme. L'éducation des plus jeunes, l'éducation des adultes aussi, l'éducation tout au long de la vie, l'éducation religieuse, mais aussi sur d'autres aspects, de gestion de projet, de stratégie, de communication ou autre. Ensuite, il y a des aspects de lutte contre l'islamophobie, parce que c'est identifié comme un problème réel, et ça l'est malheureusement pour des milliers, des dizaines de milliers de nos concitoyens. Et puis ensuite, il y a tout un tas de sujets connexes qui sont très intéressants à prendre en charge, où les musulmans nous disent « Moi, ça m'intéresse pas juste de regarder les rites funéraires en tant que tels, mais j'aimerais bien aussi savoir comment est-ce qu'on traite nos personnes âgées. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes âgées de la manière dont nous, on aimerait être accompagnés dans la partie de notre vie où on sera très, très âgé. La question de l'action sociale. Comment est-ce qu'on peut être des musulmans en 2018 ou en 2019 ou en 2020 sans se préoccuper des démunis dans notre société et tout ce qui est fait en matière de dons et d'administration de la zakat, est-ce que ça ne peut pas être vu sous un nouveau regard pour pouvoir mener aussi des actions sociales? La question culturelle. On ne connaît pas notre histoire. On connaît à la limite l'histoire de nos parents et de nos pays d'origine lorsqu'on a ouvert quelques bouquins, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans les années 80, 70, on ne connaît pas l'histoire de nos grands frères et sœurs, et des fois on est condamné à réinventer l'eau tiède, alors que d'autres, beaucoup plus brillants, beaucoup plus engagés, beaucoup plus sincères que nous, ont essayé ces choses-là dans les années 80. Je parlais tout à l'heure du CFCM et je disais qu'au niveau régional, on ne peut pas porter le même constat critique. Parce que dans les CRCM, il y a plein d'expériences probantes et d'expériences intéressantes qui ont été menées. Des gens qui se sont démenés sur le halal, sur l'organisation du pèlerinage, ou bien dans l'administration des lieux de culte. Et ces gens-là, ils ont quelque chose à partager. Sauf que comme on n'est pas au courant et comme on ne communique pas, on perd cet héritage-là. Donc cette question de la transmission, de l'histoire récente, transmission culturelle aussi, à travers la littérature, la poésie, la calligraphie, l'architecture, la cuisine, toutes les questions artistiques qui nous concernent aussi. Ça fait partie des attentes aussi des communautés musulmanes. La phase 1 de la consultation, c'est que pensent et que veulent les musulmans. La phase 2 de la consultation, c'est de restituer ça et de dire, voilà, vous avez identifié, par exemple, le hajj comme une vraie problématique. Voilà l'audit qu'on a fait, voilà l'analyse qu'on a fait, voilà les solutions qui pourraient être envisageables. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on le réalise? Si oui, comment est-ce qu'on s'y prend et comment est-ce que vous allez y participer? Donc, pour chaque problématique qui a été identifiée, il faut essayer d'imaginer des solutions et des projets qui répondent à ces problématiques. Encore une fois, de manière très concrète. Si ça ne rend pas un service utile et objectif aux communautés musulmanes, personnellement, je considère que ça ne sert à rien. Ce que j'espère voir, c'est la capacité des musulmans à dire « mais ça, ce n'est pas le projet du groupe de travail qui a initié ça. Ça, c'est notre projet. Et comme c'est notre projet, on n'est pas dans une logique et dans une position de consommateur où on regarde les choses se passer et on clique pour regarder sur Facebook ou YouTube ou je ne sais pas quoi. Non, c'est notre truc et on se mobilise pour le faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Qu'est-ce que nous, on peut faire dans telle région ou dans telle autre pour prendre en charge ça et faire circuler des bonnes pratiques? Si nous, dans notre école, dans notre mosquée, dans notre association, dans notre ville ou ailleurs, on a trouvé quelque chose qui fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour le rendre disponible aux autres? Ce que 5 millions de personnes, 4 millions et demi de personnes peuvent faire, ça n'a tout simplement pas de limite. La seule limite, c'est notre imagination et notre capacité à mener un travail de A jusqu'à Z. Et ça s'appelle la discipline de travail. Et c'est peut-être ça aussi où on va être évalué. Moi, j'ai fait une promesse, c'est d'abord de donner toute mon énergie et toutes mes compétences pour faire en sorte que cette consultation elle soit une réussite. Alhamdoulilah, je pense que cet objectif il est atteint. Le deuxième engagement que j'avais pris, c'était de restituer correctement les résultats sans trahir la parole des gens qui se sont exprimés. Et ça, Inch'Allah, j'espère que d'ici la rentrée, ce sera atteint. Après, le troisième engagement que j'avais pris, c'est que je ne voulais pas prendre la moindre responsabilité dans quoi que ce soit qui se créerait demain. Peut-être que je serais un musulman lambda qui file un coup de main de temps en temps, de manière bénévole, occasionnellement, sur tel ou tel projet. Mais je ne serais ni le président,
ni le secrétaire général, ni le porte-parole, ni le trésorier, ni quoi que ce soit qui a une responsabilité adossée à ça, encore moins de manière salariée ou autre. Pas juste parce que je m'en sens pas capable ou que je me sens pas légitime, mais aussi j'ai envie de donner l'exemple de quelqu'un qui fait un travail, qui le fait de manière désintéressée et qui est capable de passer la main à d'autres. J'espère que je me suis montré digne des responsabilités qu'on m'a confiées pendant les dernières années. Et je veux que ça mette la pression aux gens de se dire, voilà, si on ne fait pas un travail utile et concret et qu'on n'est pas capable de rendre compte aux gens, bah, faut pas se mettre dans des situations de responsabilité. Tout simplement parce qu'ils ont l'impression parfois un petit peu de perdre le contrôle, de perdre prise sur les choses. Donc bah, j'ai pas vu moi encore d'actions concrètes là du côté CFCM, mais je leur souhaite le meilleur des succès. Et puis le gouvernement, il fait la seule chose que le gouvernement sait faire, essayer de reprendre le contrôle des choses et de remettre la main sur les citoyens. Ça, c'est pas une spécificité musulmane, hein. Quel que soit le sujet, l'État français est incapable de faire confiance à ses concitoyens, à ses sujets quasiment. Et donc c'est le même État qui est en panique lorsque les musulmans s'organisent et qui considère que c'est une problématique de sécurité nationale parce qu'il y a 20 étudiants qui plantent des choux à Notre-Dame-des-Landes. J'espère que je continuerai à me rendre utile, Inch'Allah. J'espère que ce sera aussi dans d'autres domaines, peut-être un peu plus créatifs, peut-être un peu plus inspirants que juste la lutte contre les discriminations. Il faut être vraiment solide, c'est un combat pour les droits et tout ça. Donc il n'y a pas de problème, je l'assume complètement et je lâche rien là-dessus. Mais j'aimerais bien explorer deux, trois autres choses. Mais dans tous les cas, ce sera plus orienté famille et plus orienté créatif, Inch'Allah. Du moins, c'est ce que j'espère. Quand j'ai envie de rire, avec ma femme, on allume la télé, juste on rigole, quoi. On prend ça sur le ton de la rigolade, parce que quand tu te retrouves avec des experts qui sont en train de commenter des morceaux de tissu, je pense que la seule chose qui reste à faire, c'est de rigoler, quoi. Et ce qui me cause de la peine, c'est quand je vois les gens qui ont accepté au bout du compte leurs conditions, qui ont accepté une situation d'injustice, et tu vois qu'ils se sont un petit peu éteints. Tu vois, une dame qui est maltraitée à la maison, et au bout d'un moment, c'est tellement devenu une habitude qu'elle s'est éteinte. Tu vois, ces moments d'abandon où les gens, ils ont lâché l'affaire, ils ont accepté une situation d'injustice, c'est ça qui me cause le plus de peine. Et tu les vois, t'arrives, toi, entre guillemets, t'as le syndrome du sauveur, que tu essaies de conjurer par ailleurs, et tu vois que y a une partie de la société qui est éteinte. Et qui a accepté la condition qui lui est faite. Voilà, ça me fait pleurer. Ça me met les nerfs. Une dame qui s'appelle Azra Junozovic, qui est bosniaque, qui était ma responsable hiérarchique à l'OSCE, quand j'étais diplomate là-bas. Et elle a survécu à tout. Elle a survécu à la guerre. Elle a fait sa thèse sur les dames qui étaient veuves en Bosnie, dont le mari avait été assassiné lors du génocide à Srebrenica. Et elle m'a appris tellement de choses. Elle était dure avec moi, mais c'est exactement ce qu'il fallait être pour m'aider à m'améliorer dans certains domaines où je pouvais encore progresser. Et elle m'a appris tellement de choses sur le plan diplomatique, sur ma capacité à m'exprimer dans tel ou tel domaine, dans le registre qui va bien, à interagir avec des gens au niveau gouvernemental, des ministres, des chefs d'État et ainsi de suite. Elle a toujours eu des bons conseils pour moi. Et mon père m'a dit un truc une fois, quand je suis rentré à la maison, j'étais tout fier parce que je m'étais bien battu. Et lui m'a dit, mais si t'es pas capable de régler un problème juste avec des mots, sache que tu as déjà perdu au moment où tu portes le premier coup. Et donc pour lui, c'était des situations d'échec. Je devais être suffisamment dissuasif sans avoir à recourir à mes points. Je devais être à l'aise si je me bats et être vraiment capable de me défendre, mais je dois aussi être capable de le faire avec des mots et sans porter de coups. Et donc ça m'est venu à ce moment-là. Et puis ensuite, dans les cultures où j'ai baigné, culture urbaine, rap, hip-hop, toute la culture verbale, le fait d'être capable de répondre et tout ça, c'était inhérent à cet environnement. Sois à la hauteur, fais ta part. C'est-à-dire que pense pas que c'est à d'autres de faire, pense pas que d'autres le feront à ta place.
Pense pas que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Pense pas que tu sers à rien. Pense pas que c'est pas ta responsabilité. Fais-toi ta part. Tu vois un problème, fais-toi ta part. Peut-être que les autres ils vont faire, peut-être qu'ils vont pas faire. La seule question qui doit t'occuper, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Et si t'es pas dans cette logique-là de résolution de problèmes, d'entraide, de participer, franchement, qu'est-ce que tu fais de ton temps, quoi? Parce que du temps, on n'en a pas en illimité, quoi. On a un laps de temps qui est limité, et la seule question qui doit nous préoccuper, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti? Avec les talents qu'on a, avec le réseau qu'on a, avec les ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire souvent quand on nous dit Dieu nous aime plus que nos parents ou que nous-mêmes ou que notre entourage? Ça veut dire que Dieu, qui nous connaît mieux que qui que ce soit d'autre, il a une meilleure image de nous que nous, on a de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'entre le sentiment qu'on a de nous-mêmes et notre réel potentiel, il y a une distance. Et en fait, le fait de se respecter, de se développer, de s'émanciper, de s'engager, ça nous permet en fait de fermer cette distance, de combler cette distance et de voir que, ah ouais, je sais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi l'être humain pour telle mission. Je sais pourquoi l'être humain, il a une dignité qu'on ne peut pas lui retirer. Je sais pourquoi il y a des gens, ils peuvent être en bas de l'échelle sociale, mais quand je les vois, on dirait des empereurs. Tellement ils sont beaux, tellement ils sont dignes, tellement ils ont de l'honneur. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent en ayant un sentiment et un rapport avec les autres qui leur dit « je pense que tu es meilleur que ce que tu montres ». Voilà, si on a les deux, la responsabilité dans l'engagement et puis l'estime et le respect de soi à travers ça, c'est là où on accomplit des grandes choses.